Beyrouth, les troupes françaises commencent leur opération de retrait. 250 soldats ont embarqué aujourd'hui. Élections européennes, le Parti socialiste mènera une campagne offensive, annonce Lionel Jospin à l'issue de la convention nationale de son parti. L'urne et le fusil, élection présidentielle aujourd'hui au Salvador sous la menace de la guérilla qui signe une série d'attentats. Le premier Grand Prix de la saison automobile en Formule 1 sur le point de se conclure à Rio de Janeiro au Brésil. En tête, deux Français en ce moment, Alain Prost sur McLaren, suivi par Tambay sur Renault. L'arrivée de la course en direct dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi prochain, en principe, il n'y aura plus un seul soldat français à Beyrouth. Présente dans la capitale libanaise depuis septembre 82, prise tout au long dans les soubresauts d'une guerre qui n'a toujours pas d'issue, les troupes françaises ont commencé aujourd'hui à embarquer hommes et matériel. Sur place à Beyrouth, Patricia Coste et Jean-Claude Delatremblay. L'arrivée ce matin du car ferry Estérel a marqué le départ officiel des Français du Liban. Toute la matinée, dans le grand transporteur blanc, a été embarqué le matériel léger du contingent français et quelques centaines d'hommes. Dans une atmosphère détendue, les combats alentour entre milices libanaises se sont arrêtés depuis hier. Les marsouins ont plié, rangé, brûlé des papiers, rempli des containers de tout ce qui ne leur est pas directement indispensable. Dans le même temps, s'engouffraient dans la soute de l'Estérel les véhicules légers blindés de l'armée, automitrailleuses légères, véhicules avant blindés et jeeps. Quelques centaines d'hommes seulement embarqueront aujourd'hui. Les gendarmes qui gardent les bâtiments français à Beyrouth et qui doivent être relevés, ainsi que le personnel des services techniques et administratifs. Il nous a été interdit d'interviewer ceux qui partent. Mais certains, hors caméra, nous ont confié leurs sentiments. Ils ont un goût amer dans la bouche, l'impression de ne pas avoir fini leur mission. Les 1250 soldats du contingent, ainsi que leur matériel opérationnel, n'ont toujours pas quitté Beyrouth, ni leur position. Le vrai départ se fera dans les jours qui viennent. Le comité quadripartite de sécurité qui regroupe l'armée libanaise et les principales milices s'est réuni aujourd'hui pour examiner les problèmes posés par le retrait français. Par ailleurs, à Damas, selon un accord intervenu aujourd'hui, les Druzes de Walid Jumblat seraient prêts à céder à l'armée et à la gendarmerie libanaise les positions qu'ils ont arrachées ces derniers jours aux milices musulmanes sunnites. Mais les multiples problèmes politiques et militaires dans lesquels se débat le Liban sont loin d'être réglés. Battons-nous, menons une campagne offensive et non pas frileuse. C'est en termes martiaux, assortis d'arguments politiques, que le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, a lancé la campagne de son parti pour les élections européennes. C'est lui, vous le savez, qui mènera la liste dont la Convention nationale, réunie depuis hier à Alfortville, a approuvé la composition. Mais l'Europe est loin d'être la seule préoccupation des socialistes. Jean-Michel Mercurol. Pour la campagne européenne ce matin, Lionel Jospin a donc sonné le réveil des troupes. Tous à l'offensive, offensive d'abord contre la droite, accusée de faire de ces élections un débat de politique intérieure. Sur ce terrain, le PS sera présent, a affirmé Lionel Jospin, pour défendre pied à pied le bilan du gouvernement. Mais offensive aussi pour promouvoir l'Europe, parce que pour les socialistes, le combat économique pour la France ne se conçoit pas en dehors du contexte européen. Voilà pour la nature de cette campagne, mais il y a aussi le climat dans lequel elle débute et l'émotion certaine dans les rangs du PS devant le projet de loi sur l'école. Ce matin, Lionel Jospin a prévenu le gouvernement qu'il ne se laisserait pas imposer tel quel le projet Savary. Dans la masse des gens de gauche, le parti est aussi bon juge que d'autres. Et je souhaite donc qu'avant que des propositions soient faites, en s'inscrivant bien sûr dans la démarche qui est celle du gouvernement, on écoute ce parti et qu'on n'ait pas la tentation de le forcer.
Donc, pas de recours au vote bloqué, les députés socialistes veulent pouvoir discuter de cette loi. Le 25 avril, les militants sont invités à se rendre en masse aux manifestations pour l'école laïque, mobilisation qui ne détourne pas le PS de ses autres efforts, selon Jean Popren, qui y voit au contraire l'occasion de redynamiser les forces de gauche. Bien plus que l'Europe, en tout cas, le thème qui agite le plus dans l'immédiat le Parti socialiste, c'est bien celui de l'enseignement privé. Et sur le terrain, déjà, plusieurs élus socialistes sont passés aux actes. Ainsi, à Albi, le conseil municipal a diminué de 30% ses subventions aux écoles primaires privées. Et le maire, anticipant sur les décrets d'application de la loi de décentralisation, refuse de continuer à couvrir certains frais de fonctionnement. L'enquête de Thierry Calmette et Jacques Aubertin. Les Albigeois savent bien que la mini-guerre scolaire a commencé depuis longtemps. Dès 1980, la mairie socialiste supprime successivement les subventions non obligatoires aux écoles maternelles et primaires privées. D'abord les frais de fonctionnement, l'aide aux classes de neige, puis aux fournitures scolaires. Aujourd'hui, la mairie réduit de 30% les subventions aux écoles privées. Motif, la nouvelle loi de décentralisation ne l'oblige pas à prendre en charge les élèves du privé extérieurs à la commune. Mais à Albi, un élève du privé sur 3 vient de l'extérieur. Alors dans les écoles concernées, on s'affole. Est-ce que ce sera notre mort progressive? Est-ce qu'il faudra arriver à licencier du personnel, à diminuer les postes d'enseignants? Les associations de parents d'élèves décident de contre-attaquer. Ils considèrent cette mesure comme discriminatoire. Ce vendredi soir, dans 9 écoles privées d'Albi, se tenaient des réunions pour mettre au point une parade. La municipalité d'Albi est une municipalité qui est une des plus sectaires que l'on puisse trouver dans la région. Ici, les participants se déclarent nettement dans l'opposition politique. Le maire est accusé d'appliquer la loi de décentralisation avant qu'elle ne soit promulguée, sans préjuger d'éventuelles modifications. Les tenants du privé ont déjà gagné devant le tribunal administratif, mais le Conseil d'État n'a pas entériné cette décision. Alors, les parents d'élèves décident à l'unanimité de manifester au conseil municipal lundi. De toute façon, les gens n'ont pas besoin d'être chauffés. Vous avez bien vu que les parents d'élèves actuellement doivent davantage être retenus que poussés. Par conséquent, nous ne manipulons personne. Est-ce que vos écoles peuvent vivre uniquement de la charité, en fait? Non. Côté municipal, rigueur et sérénité. D'après le maire, la charge supplémentaire causée par les élèves étrangers à la ville équivaut pour le budget à 3 points d'impôts locaux par albigeois. C'est trop. Et si les écoles privées fermaient? Le maire pense que l'enseignement public peut accueillir ces 1500 élèves supplémentaires. D'ailleurs, il appliquera la même rigueur aux établissements du secteur public dès les décrets d'application de la loi de décentralisation. Mais en attendant... Ce n'est pas parce qu'on a perdu devant un tribunal administratif que l'on a tort. Je défie quiconque, y compris au tribunal administratif, de me dire que les dépenses pour l'école maternelle, qui n'est pas une scolarité obligatoire, sont des dépenses obligatoires. Et je défie quiconque de me dire que le secteur social dans le scolaire est une dépense obligatoire. Aucun des adversaires ne veut bouger. Dans les écoles d'Albi, il y a maintenant 2 poids et 2 mesures. La querelle de l'enseignement, mais aussi l'Europe, le Liban, la politique économique, bref, les grands problèmes du moment, ont été abordés tout à l'heure par Valéry Giscard d'Estaing, qui était l'invité du Club de la presse d'Europe 1. Pour l'ancien président, la crise économique mondiale est finie. La France se débat en pleine crise du socialisme. La crise internationale est finie aux États-Unis d'Amérique depuis novembre 82, c'est-à-dire depuis près d'1 an et demi. Le sommet du chômage a été atteint avec 11 millions de chômeurs, enfin entre 11 et 12, et les États-Unis sont revenus, vous l'avez vu, à 3 millions de chômeurs de moins. On a publié aujourd'hui sur la radio, vous avez sur les ondes et peut-être à la télévision, la baisse du chômage en Allemagne fédérale, 200 000 chômeurs de moins en 1 mois. Alors que le chômage augmente en France régulièrement, décembre, janvier, février. Donc nous ne sommes plus dans la crise internationale, nous sommes dans la crise du socialisme français. Et si on avait continué la politique qui était la nôtre, qui ressemblait en réalité à la politique qui a été mise en œuvre en Allemagne fédérale ou mise en œuvre aux États-Unis d'Amérique, il y a toutes les raisons de penser que nous serions dans la même situation qu'eux et qu'on publierait à l'heure actuelle des chiffres du chômage en diminution en France.
En tout cas, la seule façon de sortir de la crise, c'est de faire ce que font les pays libéraux qui sortent de la crise, c'est-à-dire de libérer les forces créatrices de l'économie française. C'est le grand ressort de la sortie de la crise pour la France. Invité de son côté de la radio CVS de Versailles, le secrétaire général du Parti républicain, François Léotard, s'est déclaré convaincu qu'il y aura une seconde liste de l'opposition pour les élections européennes, car selon lui, la confusion qui a présidé à la constitution de la liste unique fait qu'il y a maintenant un malaise dans l'opinion de l'opposition. Fin de citation. Le premier Grand Prix de la saison automobile en Formule 1 vient à l'instant de se terminer à Rio de Janeiro au Brésil. Un Grand Prix mouvementé dont vous voyez maintenant en direct le dernier tour de piste. Henri Bodiguel. Eh bien, pas tout à fait terminé encore, Christine, puisque nous sommes dans le dernier tour de cette course qui en comptait 62. Nous sommes en gros plan sur Alain Prost au volant de sa McLaren, tandis que nous voyons le directeur de course s'avancer avec son drapeau à damier pour célébrer cette 10e victoire d'Alain Prost au volant d'une voiture anglaise mais dont le moteur est allemand. Il s'agit d'un moteur Porsche. En revanche, quelques instants auparavant, nous avons assisté à un coup de théâtre, et un coup de théâtre dont on se doutait depuis que les règlements avaient été modifiés en limitant la capacité des réservoirs à 220 litres. On a vu Patrick Tambay, qui était deuxième depuis déjà pas mal de temps, Patrick Tambay s'arrêter, probablement parce qu'il n'a pas semblé que sa voiture avait été victime d'aucun incident important. Patrick Tambay s'est sans doute arrêté parce qu'il était en panne d'essence. Le classement serait donc Alain Prost premier, qui remporte ainsi, je vous le rappelle, sa 10e victoire, devant Keke Rosberg sur Williams Honda, De Angelis sur une Lotus Turbo 3e, 4e Cheever et 5e Brundle. C'est d'autant plus remarquable que Brundle ne disposait pas d'une voiture équipée d'un moteur turbo compressé comme celle qui précède. Donc victoire d'Alain Prost pour ce premier Grand Prix de la saison. C'était donc à l'instant l'arrivée en direct à Rio de Janeiro. Nous reviendrons tout à l'heure sur un résumé de cette course haletante. Il n'y a plus d'électricité dans la capitale et dans les 2/3 du pays. Il n'y a plus non plus de transport en commun. Pourtant, malgré les attentats perpétrés à cet effet par la guérilla, les électeurs au Salvador sont allés massivement voter aujourd'hui. Pour la première fois depuis 7 ans, ils doivent élire un président. Dans un climat extrêmement tendu, entretenu par 4 ans de guerre civile, le scrutin d'aujourd'hui, dont les résultats ne seront connus que mardi, ne sera sans doute pas décisif. À San Salvador, Bernard Benjamin. La journée d'élection a très mal commencé au Salvador. Je rentre à l'instant du centre-ville, où des milliers de personnes attendent toujours l'ouverture des bureaux de vote en retard de 3 heures sur l'horaire prévu. Dans la périphérie populaire de San Salvador, la situation est encore plus catastrophique. Dans le quartier de Los Mexicanos, par exemple, 6 à 7 000 personnes font la queue devant des bureaux qui n'ont toujours pas reçu les urnes électorales et le ton monte parmi la population. Explication officielle, la guérilla a fait sauter hier, en début de soirée, des pylônes électriques privant de lumière les 2/3 du pays. Conséquence, les préparatifs électoraux ont été complètement désorganisés et au Conseil national des élections ce matin, l'ambiance était proche de la panique. En tout état de cause, dans 7 heures très exactement, le vote sera terminé et l'on ne voit pas pour le moment comment tous les Salvadoriens parviendront à voter. Ces élections au Salvador sont suivies avec anxiété à Washington. L'administration Reagan, qui joue en effet dans cette région du monde une partie difficile et cruciale en pleine campagne électorale américaine, a demandé une nouvelle fois au Congrès d'accorder pour le Salvador une aide militaire d'urgence. Le président Mitterrand poursuit son périple américain. Après Atlanta hier, où il a découvert les contrastes du sud des États-Unis, le chef de l'État est maintenant en Californie, à San Francisco. San Francisco et sa région sont les vitrines d'une autre Amérique encore, celle des technologies de pointe et de la recherche, une région pourvue d'universités prestigieuses qui expliquent en partie son dynamisme intellectuel mais aussi industriel. Ainsi, l'université de Berkeley, que le président français va visiter et qui est devenue par la qualité de son enseignement la première université américaine. 1964, les hippies, l'opposition à la guerre du Vietnam, les cheveux longs, faites l'amour, pas la guerre. Un mouvement qui a gagné toute l'Amérique et l'Europe, la rose au fusil, le pouvoir étudiant.
10 ans d'agitation, parfois violente. Première université américaine à être fermée pour raison d'émeute. 74, fin de la guerre du Vietnam. 10 ans plus tard, 84, qu'est devenu Berkeley. Devant la même grille, un orchestre étudiant joue un air de jazz. C'est plutôt les années 50, époque de l'Amérique triomphante. Le jazz, c'est intellectuel. Et c'est cool, comme Berkeley aujourd'hui. L'atmosphère est détendue et studieuse. On a remis les roses dans leur peau. À la pointe autrefois du mouvement politique libéral, Berkeley s'est assagi. Tout le monde pense que Berkeley est toujours la place de la révolution, mais maintenant, beaucoup des étudiants sont à droite. La motivation maintenant, je pense, est de bien gagner la vie. Comme généralement tous les étudiants aujourd'hui aux États-Unis, la nouvelle génération est conservatrice. Reste toutefois que Berkeley a gardé un petit côté frondeur. On s'y exprime plus libéralement que dans les autres universités, et héritage direct des années 60, on peut y suivre des cours sur le processus de paix. Le professeur Nagler, étudiant activiste pendant les années 60, qui se dit aujourd'hui gandhien et l'affiche, enseigne la non-violence comme système politique et la paix comme objectif lointain. Nous enseignons que ça peut être que la paix. Quelle possibilité est-ce pour l'avenir? Si nous voulons un avenir paisible, quelle sorte de paix est-ce que ça sera? En partant de cette définition de la paix, nous nous demandons quelles sont les méthodes pour arriver à cette condition. Maintenant, Berkeley, c'est d'abord une magnifique université, nichée dans la verdure sur les collines qui dominent la baie de San Francisco. Mais surtout, c'est une des meilleures universités des États-Unis. Un stade de 80 000 places, 30 000 étudiants, 6 millions de livres, 1700 professeurs, à la pointe de la physique, de la chimie, des mathématiques, où est née la physique nucléaire en 1935 et qui a fourni 14 prix Nobel, dont 11 enseignent encore. Parmi eux, Luis Alvarez, prix Nobel de physique. Il vient de découvrir comment sont morts les dinosaures. Il y a 68 millions d'années, une pluie de comètes a heurté la Terre, soulevant un gigantesque nuage de poussière qui a obscurci le ciel. La Terre s'est refroidie, la végétation est morte et les dinosaures avec. Belle affaire, c'est pourtant capital. C'est très important pour vous et moi, parce que sans cette collision et la disparition des dinosaures, nous ne serions pas en train de parler. Les dinosaures, gros mangeurs, empêchaient les mammifères de se développer. À leur disparition, les mammifères qui avaient, eux, résisté, ont pu évoluer et donner l'homme. Plus intéressant, ce bombardement de comètes a été déclenché par le passage près de la Terre d'une étoile qui revient tous les 28 millions d'années et provoque la disparition de presque toute vie sur Terre. Prochain cataclysme dans 13 millions d'années. Le président de la République rencontrera aussi un autre professeur, Gérard Debreu, prix Nobel d'économie, né en France. J'ai joui d'une part d'un magnifique système d'éducation en France et ensuite de tout le soutien que le système de recherche américain m'a donné. On espère enfin que le président visitera la piscine, un faux temple romain, imitation sans laquelle cette université ne serait pas californienne. La Californie, c'est aussi l'explosion de la technologie et de la culture de l'audiovisuel. Bien loin encore de cet horizon-là, la deuxième convention nationale des villes câblées vient de se terminer à Évry. Les problèmes posés en France par l'installation et le financement du plan de câblage ont été longuement abordés par les participants, mais ils se sont surtout préoccupés des programmes qui pourront, en temps voulu, alimenter le câble. Patrick. Cette émission, vous la connaissez tous. Champs-Élysées de Michel Drucker sur Antenne 2. Mais connaissez-vous l'investissement financier que représente un programme hebdomadaire de ce genre? 900 000 francs, 90 millions de centimes. Quant au dramatique original, leur budget est double, voire triple de celui de Champs-Élysées. Inutile de préciser qu'aucune télévision privée locale ne pourra supporter pareil investissement. À titre d'exemple, une seule émission de Drucker représente la presque totalité du budget de fonctionnement annuel de la télévision municipale de Grande-Synthe. Alors, qui va pouvoir produire de véritables programmes pour le câble ? On s'aperçoit qu'il y a une offre beaucoup plus large qu'on ne le pensait, et cette offre, elle vient aussi bien du service public, Antenne 2 n'est d'ailleurs pas en réserve en la matière, elle vient du secteur privé marchand classique, les Hachette, Gaumont, Parafrance et autres sociétés qui sont très puissantes, et puis aussi une offre moins connue du tiers secteur, le réseau associatif notamment. Mais
Des grosses sociétés privées de cinéma aux associations, tout le monde semble avoir une idée différente sur le câble. Pour les uns, il faut produire sans restreindre les budgets, puis vendre bon marché, mais à un très grand nombre de clients. Pour les autres, il faut directement produire à l'économie, comme ici à Grenoble, où la télévision locale est faite par des amateurs bénévoles. Le câble est en effervescence, mais nul ne peut vraiment dire ce qu'il deviendra culturellement dans les 5 années à venir. Trop d'inconnues financières demeurent encore. Il existe bien une solution pour occuper à bon compte les canaux d'un réseau câblé, la diffusion pure et simple des chaînes étrangères comme RTL ou la BBC. Mais jusqu'à présent, le monopole d'État sur l'audiovisuel y fait obstacle. Et c'est bien la principale raison pour laquelle les modèles étrangers, comme celui de la Belgique ou des États-Unis, ne sont pas transposables en France. C'est à peine le printemps et la mode d'hiver est déjà là. Les collections de prêt-à-porter font en ce moment de Paris, et ce jusqu'au 29 mars, la capitale mondiale de la mode. Tous les acheteurs étrangers sont là pour découvrir ce que les créateurs ont inventé pour l'hiver prochain. France Roche et Dan Loustalot nous en révèlent l'allure. Vous vous demandiez ce qui se trouvait sous le chapeau de tôle surmontant le Louvre, et bien voilà. À l'intérieur se trouvent les chantiers du futur musée de la mode. C'est encore un peu désordre, mais Jean-Charles de Castelbajac, Sonia Rykiel, Yves Saint-Laurent et d'autres célébrités de la couture ont risqué leur peau et leurs vêtements griffés pour voir où se trouvera dans quelques mois le palais où seront conservées leurs créations. Là-dessous, un immense escalier hélicoïdal permettra de rêver devant la robe du soir d'une présidente ou la combinaison cape d'une ex-reine. Avant que la mode n'ait sa maison, on pique-nique en forme de marathon, non loin de là, au jardin des Tuileries, en présence de spécialistes du vêtement, harnachés en costume de nonne, de poupées de foire, de cartomanciennes ou de veuves. Le prêt-à-porter de la mode d'hiver 84-85 défile. Sachez donc qu'il faudra absolument s'habiller 3 fois trop large, fini les complexes quand on prendra 1 kilo, tout flottera, volettera, cachera, du moins si on en croit la styliste japonaise de Comme des garçons. C'est une mode de mutante. J'ai senti que c'était quelque chose de complètement intérieur et complètement personnel. Personnel, ça c'est sûr. Junko Koshino propose, lui, des chapeaux flèches, à moins que ce ne soit des chapeaux grilles. Quand on veut se protéger d'un assaut, l'effet est sûrement foudroyant. Si on aime les câlins, ça complique. Mais les robes de faux singes et les enroulements de bandelettes prêtent à plus de séduction. Le plus beau était les chapeaux, à mon avis. J'aime bien les bêtes, là, les Stone Age, un peu, la préhistoire, j'aime bien. Dan Béranger aime le style mécano en deuil, mi-aviateur, mi-Zorro. Ses couleurs, tout un programme. Terre, brume, volcan, galets et asphalte. Ses manteaux sont déchiquetés et super amples, on pourrait y abriter facilement 2 bergers. Ça flotte toujours, ça ne sert pas. Ouf, est-ce qu'on va être bien l'hiver prochain si on n'a pas peur des courants d'air? Que vous y avez trouvé quelque chose à votre goût. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil dans le prix du président de la République. À l'arrivée, vous les voyez, vous allez les voir dans l'ordre, l'As, le 8 et le 4. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre 3395 francs 50. Dans un ordre différent, 434 francs 50. Le premier Grand Prix de la saison automobile en Formule 1 vient donc d'être joué il y a quelques minutes, vous l'avez vu en direct, à Rio de Janeiro au Brésil. Un Grand Prix mouvementé, finalement remporté par un Français, Alain Prost, sur McLaren. Jean Mamère nous résume maintenant cette course. Au Brésil, rien ne se passe comme ailleurs, avec tout d'abord un faux départ, de Césaris à des ennuis de boîte de vitesse. Résultat, une demi-heure d'attente avant, enfin, le vrai lancement du championnat du monde 84. De Angelis, pole position est dépassé par les événements, mais surtout par Alboreto, Warwick et puis Mansell sur l'extrême droite. Le pilote italien Alboreto commence fort bien la saison chez Ferrari, mais malheureusement pas pour très longtemps. Il devance ici encore Warwick sur sa Renault, mais au bout de quelques tours, il fait un tête-à-queue qui l'élimine de la tête de la course
son redémarrage n'est qu'un simple sursis, car peu après, il sera totalement éliminé. Patrick Tambay, alors 5e au classement, s'arrête d'une manière spectaculaire à son stand, mais il repartira sans ennui et continuera de jouer un rôle important tout au long des 62 tours. François Hinault sur Ligier pour son premier Grand Prix ne connaîtra pas les joies d'une arrivée. Sorti de la piste, il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Nelson Piquet, le champion du monde, très mal parti, a du mal à rester dans la course. Derek Warwick, alors fort bien placé, il est 2e, s'arrête normalement à son stand. Devant, les choses évoluent. Lauda est passé en tête devant Warwick et Prost, puis Nelson Nigel Mansell. René Arnoux, alors 6e, explose son moteur. À la mi-course, les 2 Ferrari sont donc éliminés de ce Grand Prix du Brésil 1984. Keke Rosberg rentre alors dans les points et fait parler les chevaux de son nouveau moteur Honda. Les Williams, mais surtout le champion du monde 1982, affiche déjà ses prétentions. Mansell, auteur d'un très bon début de course, disparaît dans un nuage de poussière. L'ordre est alors Lauda, Prost, Warwick et puis Tambay. Alain Prost s'arrête à son tour à son stand pour effectuer un changement de pneu au moment où Niki Lauda, alors le leader, va annoncer qu'il rentre à son stand, il ne repartira pas et ne gagnera donc pas ce Grand Prix du Brésil 84. Pas plus d'ailleurs que Derek Warwick en panne sèche à 2 tours de l'arrivée alors qu'il est passé en tête. Patrick Tambay, lui non plus, ne gagnera pas. 2e derrière Alain Prost dans le dernier tour. Il est victime lui aussi de la panne sèche. Et c'est finalement Alain Prost qui remporte son 10e Grand Prix en Formule 1 et prend la tête du championnat du monde 1984. Il devance Rosberg, De Angelis, Eddie Cheever, Brundle, premier sur un moteur Cosworth, et Patrick Tambay, 6e. Et le samedi 7 avril, l'Antenne 2 retransmettra en direct le 2e Grand Prix de la saison automobile, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 23h15, l'ancien coureur automobile Jean-Pierre Jabouille parlera en expert des perspectives de la saison pour les pilotes et pour les écuries françaises. Un mot du temps de demain, Philippe Dumez. Oui, eh bien, on vous avait promis un temps maussade pour le week-end. Je crois que vous n'avez pas été déçus. Et malheureusement, ça va continuer. Regardez la France vue de satellite. Ce n'est pas très brillant. Vous voyez, il y a beaucoup de nuages. Là, sur l'est, c'est la perturbation qui a traversé le pays samedi et dimanche qui s'évacue doucement. Et puis derrière, ce sont plutôt des petits nuages qui feraient que l'on pourrait être un peu optimiste. Malheureusement, ils vont se renforcer en arrivant sur le continent. Alors pour demain, ça nous donne une carte plutôt chargée, vous voyez, en particulier sur toute la zone est de la France, où là les pluies seront plus nombreuses. Il neigera même à partir de 600 mètres d'altitude sur les reliefs, ce qui n'est quand même pas très haut. Derrière, c'est un temps instable à peu près partout, avec beaucoup d'averses, peut-être aussi quelques éclaircies malgré tout. Et puis en cours de journée, une amélioration assez provisoire va se faire du côté du sud-ouest et gagnera progressivement, mais plutôt dans la nuit, jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Les vents, eux, sont toujours assez forts, ils sont d'ouest, ils vont passer au nord-ouest, et malheureusement, ça va nous amener une certaine fraîcheur, de 5 à 10 degrés sur la moitié nord, et de 9 degrés en moyenne à 14 degrés maximum à Bastia, dans l'après-midi, donc pour demain. On a perdu ce matin 1 heure de sommeil, mais pour les optimistes, on a gagné 4 minutes de soleil, si les gens le voient demain pour fêter les Larissa. Les Larissa. 2 mots encore pour vous révéler la une du Matin de Paris de demain. Le Matin de Paris qui lance une campagne pour permettre aux radios privées locales l'accès à la publicité. Et puis, tous les médias réunis dans une publication pour les passionnés de cinéma, de vidéo, de disques, de télévision et j'en passe, Show Magazine. Un nouveau journal aussi pour tous les nostalgiques et les fous de New York, un journal en français sur ce qui se passe à New York. Et enfin, pour couronner le tout, le journal de l'année édition 84, consacré comme il se doit à l'année 83.
Voilà, tout à l'heure, à 23h15, c'est Jacques Ségui qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et à 20h, vous retrouverez Bernard Rapp. Très bonne soirée, à la semaine prochaine.